Bonjour à tous. Pandémie et biodiversité, deux phénomènes inséparables. À l'avenir, les épidémies plus nombreuses et plus meurtrières, voilà ce que prédisent les experts de l'ONU. Et tout cela, si on ne fait rien. À partir de 12h55, rendez-vous avec l'écologiste Anne-Larie Gaudry, coordinatrice internationale sur cette question de la biodiversité. Elle nous dira en quoi et pourquoi et surtout comment faire. Mais d'abord, elle veut libérer la bande dessinée de son confinement. Grand prix du Festival d'Angoulême en 2000, Florence Sestac est illustratrice et l'auteure d'une cinquantaine d'ouvrages. Son best-seller, Le démon de midi, a d'ores et déjà été adapté au théâtre et au cinéma. Un papa, une maman, une famille formidable, la mienne, chez Dargaud. Sa prochaine bande dessinée sortira fin janvier. Il faudra donc attendre encore un peu pour se plonger dans ce nouvel album. Attendre l'année prochaine et un déconfinement. D'ores et déjà, un avenir se dessine avec notre invitée jusqu'à midi, Florence Sestac. La grande table. Olivia Gesbert. Marraine de l'année de la bande dessinée, une manifestation portée par le ministère de la Culture. Elle a claqué la porte en début de semaine et en solidarité avec les librairies restées fermées. Bonjour Florence Sestac. Bonjour. C'est un peu kafkaïen ce qui est en train de se jouer en ce moment. Je vous ai demandé comment l'illustrer et vous êtes venue avec un dessin, ici, là. Et ce dessin raconte un peu votre état d'esprit du moment. Oui, mon petit quotidien, voilà. Et c'est vrai que pour moi, j'ai plus de vie en ce moment, parce que les livres, ça fait partie de ma nourriture de tête intensément, le cinéma, le théâtre, enfin la culture en général. Et là, j'ai plus de vie, non, voilà. Voilà, Même pour dessiner, c'est ouais. pas facile de trouver des idées quand tout est morose autour de vous, quoi. C'est vous en train d'essayer de chercher l'inspiration. Voilà. Effectivement, un peu abattu, avec à côté écrit cinéma, barré, restaurant, barré, bistrot, barré, théâtre, barré, voyage, barré, expo, barré. Tout ça, on ne peut plus. Voilà. S'ajoute à cela la nécessité d'une attestation pour sortir. Un sabre que l'on voit passer. On comprend bien aussi que l'ambiance, en ce moment des attentats et du terrorisme, ne rend pas non plus le quotidien plus léger. Le virus qui se balade au-dessus de votre tête, ce masque qu'il faut porter, le drapeau américain, les élections américaines. L'époque n'est pas très gaie, en fait. Ben non, pas du tout. Alors donc, avec tout ça, il faut faire drôle. Eh ben, c'est pas facile. Et c'est là que le métier d'auteur de bande dessinée humoristique, c'est difficile. C'est vraiment difficile. La Nation apprenante, elle bat un peu en retraite en ce moment. La librairie, pour la deuxième fois, classée commerce non essentiel. On n'a pas tiré les leçons du premier confinement. Oui, pour moi, je pense que les libraires ont bien compris quels étaient les gestes barrières. Donc, en mettant du gel à l'entrée et en portant des masques, en laissant rentrer les gens 2 par 2 ou 1 par 1, 3 par 3, suivant l'espace, je pense qu'on est capable de faire ça. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut fermer les petites librairies indépendantes. Et nous, auteurs, on en dépend de tous ces gens-là. Et si on ferme les librairies, voilà, les petits éditeurs, les auteurs, enfin, tout le monde est puni, quoi. Pourquoi vous avez décidé avec vos 3 compères, complices, dont Catherine Meurice, dont Jules, dont Régis Loisel, voilà, de claquer la porte de ce titre un peu honorifique qui vous avait été donné en début d'année, marraine de l'année de la bande dessinée, manifestation portée par la rue de Valois, par le ministère de la Culture. Voilà. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, on démissionne parce qu'effectivement, si on ferme les librairies, voilà, il n'y a plus moyen de communiquer avec les gens, les lecteurs et tout ça, donc ça ne veut plus rien dire. Donc on a démissionné. Coup de gueule aujourd'hui de vous et de vos camarades. Laisser l'accès ouvert aux librairies, les portes ouvertes aux lecteurs de livres et de bandes dessinées. C'est aussi ce que disait Johan Sfar, auteur, dessinateur, réalisateur, lors du premier confinement. Le président Macron a décidé que les livres ne faisaient pas partie des commerces essentiels. C'est une décision qu'il a prise au dernier moment et contre l'avis d'une grande partie de son gouvernement. Je fais partie des gens qui pensent que c'est désastreux. La discussion avec le public depuis quelques jours, c'est expliquer la chaîne du livre. Parce que les gens disent, mais enfin 15 jours c'est rien, mais enfin des livres on peut en trouver ailleurs. Mais ils ne mesurent pas la fragilité de ce commerce qui fait tout son chiffre sur un mois de l'année, de la situation des auteurs qui n'arrivent plus à signer des contrats en ce moment, des éditeurs, même les gros, qui ne savent pas s'ils vont s'en sortir parce qu'ils ont fait des
d'énormes emprunts à l'issue du premier confinement. Les mondes des arts fonctionnent avec des temporalités extrêmement fragiles. Il y a toute une collectivité qui est bouleversée et qui survivra sans doute pas, en tout cas pour les plus faibles, à un deuxième confinement s'il est long. Et je trouve ça irresponsable quand on veut maintenir la cohésion d'une nation. Et si on veut parler 2 minutes de santé mentale, on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au resto, on n'a pas le droit de sortir. Si on n'a pas le droit d'acheter un bouquin, ça devient vraiment compliqué. Voilà, il dit comme vous, Johan Sfar. Mais oui, je crois qu'on est un peu tous sur la même ligne, effectivement. Et moi, j'ai été libraire il y a très longtemps. J'ai ouvert à Paris la première librairie de bande dessinée qui s'appelait Futuropolis en 72. Et donc, je connais bien le métier de libraire, et c'est un métier extrêmement fragile. Et effectivement, si on peut plus ouvrir les librairies, c'est dramatique pour eux, quoi. Voilà, toute la chaîne est fragilisée. Un livre sur 7 acheté en France est une bande dessinée. Les dessinateurs, auteurs de BD tirent leur revenu principalement de la vente de leur travail. Quelle protection pour eux, pour vous, pendant ces semaines suspendues, confinées? Est-ce qu'il y a des aides qui ont été annoncées ? Pas que je sache, pour le moment, pas que je sache, parce que c'est un métier de funambule, hein, le métier d'auteur de bande dessinée. Vous signez un contrat avec un éditeur, et puis après, il faut que le bouquin sorte, il faut que le bouquin se vende, et à partir de ça, vous touchez des droits d'auteur. Donc, effectivement, ça marche pas. Et là, si les librairies sont fermées, comment voulez-vous qu'on vende les bouquins? Alors, je sais qu'il y a des clips and collect, il y a la Fnac qui fait des livraisons, il y a des solutions, sans aller chez Amazon, bien sûr. Mais on n'y arrivera pas quand même. Hein. Voilà. Le statut, il était déjà fragile, hein, des auteurs, dessinateurs, illustrateurs. Le statut pour les métiers du livre, et ce confinement, cette crise sanitaire donne le sentiment d'une surfragilisation, d'une accélération, hein, de cette fragilité-là. Vous n'êtes pas intermittent du spectacle, vous, les auteurs, dessinateurs? Moi, j'y suis intermittent du spectacle parce qu'on a monté une pièce de théâtre qui s'appelle, à partir d'un livre de bande dessinée qui s'appelle L'amour exemplaire, avec Daniel Pénac. Et donc, comme je suis sur scène, j'ai mon petit statut d'intermittent du spectacle. Mais, à ce titre-là, mais pas au titre d'auteur. Principalement, je suis auteur à part entière. Je suis à la GESA, comme on dit. Voilà. En 72, avec Étienne Robial, effectivement, vous ouvriez la première librairie de bande dessinée parisienne, Futuropolis, devenue maison d'édition pour la bande dessinée d'auteur, cédée par la suite à un peu plus gros que vous, c'est-à-dire à Gallimard. En 88, cette aventure éditoriale et humaine, vous l'avez depuis racontée. Mais on le disait, cette décision va aussi fragiliser le secteur de la librairie indépendante, même si des mesures ont été prises pour qu'elle ne subisse pas la concurrence des grandes surfaces, pour l'instant, pendant cette période. Pour le monde de l'édition, ce sont des sorties repoussées pour la deuxième fois dans l'année. Vous êtes aujourd'hui, vous, Florence Sestac, une auteure plutôt installée, mais il faut rappeler aussi le pari qui se joue dans les maisons d'édition, aussi pour des auteurs bien sûr, qui sont émergents et que les maisons d'édition tentent de défendre, hein, qui sont peut-être plus fragiles sur la place de l'édition. Bien sûr. Et donc, effectivement, on est de plus en plus nombreux dans ce monde de la bande dessinée. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui arrivent sur le marché, et c'est extrêmement dur pour eux, quoi, parce c'est difficile. Et vendre leur album, c'est surtout dans les petites librairies justement indépendantes, sur le conseil du libraire qui a lu, qui propose, tout ça. Parce que les grandes bandes dessinées qu'on connaît, tout ça se vendent toujours. Mais pour les petits émergés, c'est les petits libraires qui en parlent à leurs clients et qui font qu'ils arrivent à sortir du lot. Et effectivement, c'est très difficile en ce moment de sortir du lot, quoi. L'année avait pourtant bien commencé pour les auteurs, dessinateurs de bande dessinée. Une année rien que pour le 9e art, avec des événements et des politiques publiques à la clé. C'était une reconnaissance espérée, attendue pour beaucoup d'entre vous. Mais oui. C'est bien, effectivement, parce que depuis le temps qu'on attend effectivement la reconnaissance un peu du monde de la culture, de la bande dessinée, qui est un art à part entière, à mon avis, et on attendait vraiment après ça, et donc c'était bien justement de mettre ça en avant, et moi on m'a demandé d'être la marraine, j'ai accepté tout de suite. Voilà. Noémie, votre double dessinée, l'héroïne du Démon de Midi, elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a le même âge que moi. C'est une vieille dame qui a passé 78, quoi, voilà. Elle est confinée alors ? Elle est confinée, bien sûr. Elle est personne à risque et tout. Elle ne doit pas voir ses petits-enfants, elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas voir personne. Au secours, quoi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de mal avec ça ? Oui, de ne pas voir mes amis, de ne pas pouvoir sortir, de ne plus pouvoir voir mes petits-enfants et tout ça. Je veux dire que j'ai beaucoup de mal.
La vieillesse vous a rattrapé, en tout cas ce terme-là, plus vite que prévu, visiblement, non? Oui. C'est ça? Oui, oui. Mais bon, j'ai fait le démon de midi, qui est la femme de 40 ans, le démon d'après-midi, la femme de 50, le démon du soir, la femme de 60, et je vais bientôt vous faire la femme de 70-80, la maison de retraite, le déambulateur, les petits-enfants, il y a plein de choses à raconter. Donc le confinement, ça va être, effectivement, ça va être dans ma prochaine bande dessinée. Voilà, bah oui, il va falloir faire drôle, hein, comme vous l'écrivez Voilà. dans la bulle de ce dessin. Oui, voilà. Qui explique votre situation aujourd'hui. Depuis 68, jamais vous n'avez désolidarisé votre pratique artistique de vos engagements, Florence Sestak. Exactement, oui, oui, exactement. Et c'est ce que je vais raconter effectivement dans ma prochaine bande dessinée comment un père fabrique la résilience de sa fille. C'est un peu moi, quoi. Voilà. Je me suis toujours réfugiée dans le dessin et j'en ai fait mon mode de vie. Et donc avec le gros nez plutôt rouge et tout pour de manière à rigoler, quoi. Voilà. Pourquoi votre résilience? Il fallait être résilient de quoi? J'ai un père qui a été terrible et que j'ai pas jamais intéressé et qui m'a toujours dit que j'étais nulle et bonne à rien. Et donc, il a toujours fallu que je prouve qu'effectivement j'étais bonne à quelque chose, quoi. Et donc ça m'est resté et c'est ça que je raconte dans ma prochaine bande dessinée. De comment un père peut fabriquer effectivement la résilience de sa fille. Ça veut dire que la féminité, ou enfin être femme, comme le disait l'une, on ne naît pas femme, on le devient. C'est aussi une construction avec parfois des repères qui sont flageolants, qui ne sont pas si faciles à saisir. Et vous êtes, vous, construite au fur et à mesure, sans le regard d'un père qui vous a porté dans cette condition-là. Oui, exactement. Oui, oui. Parce que moi, de la bande dessinée, moi, quand j'en ai lu beaucoup étant petite, mais j'achetais ce qu'on appelait les petits formats, des petits albums qu'on achetait qui coûtaient 10 centimes ou 15 centimes chez le marchand de journaux. Et donc, c'était mes petites madeleines. C'était absolument interdit à l'école, c'est interdit de lire ça, mais je lisais ça en cachette. Donc, j'ai acquis l'espèce de la gymnastique de la bande dessinée, la manière de raconter les choses, et c'est là que j'ai puisé mon inspiration. Et donc, après, comme ça, je suis devenue auteur à part entière de bande dessinée, mais ça a été un long parcours, quoi. J'ai fait les écoles d'art, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait les arts déco, j'ai appris à dessiner, mais la bande dessinée, c'est bien, bien, bien spécial, quoi. C'est autre chose. Aujourd'hui, vous vous dites féministe encore? Oui, toujours. Oui, il faut, parce que je vois que ça recule un peu partout. Voilà. En quoi? Où ça? On entend la Pologne avec le la droit à l'avortement qui est remis en cause. Aux États-Unis, on n'est pas à l'abri effectivement de tout ça et tout. Donc, je pense qu'il faut toujours l'être un peu et surveiller tout ça, oui. Et en France, le féminisme, ça reste un combat d'actualité, comme en 68, quand vous avez commencé à militer, cette égalité, les droits des femmes. Vous pensez qu'on est aussi dans une phase de régression ou plutôt de stagnation? Entre les deux, il y a peut-être des abus aussi de l'autre côté, effectivement. Je pense qu'il faut dénoncer les choses, mais en même temps, on ne fera rien sans les hommes, donc il faut être un petit peu modéré peut-être. Elles sont virulentes, les jeunes, mais elles ont peut-être raison, hein, je ne sais pas. Moi, c'est leur époque, effectivement. Il faut peut-être être plus agressif qu'on l'était nous, peut-être, mais voilà. Mais c'est bien tout ce qui se passe, de toute façon. Est-ce que c'est aussi par les livres qu'est né votre militantisme, Florence Sestak? Entre autres, oui. Bien sûr, entre autres, oui. Bien sûr, mais moi j'ai découvert, j'étais une petite fille de bourgeois de province et tout, où il y avait rien chez moi, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien du tout. Et donc à l'adolescence, j'ai découvert tout ça, la lecture, le cinéma, la musique et tout. Donc moi c'était une révélation pour moi tout ça. Et donc c'est le monde dans lequel j'ai voulu aller et j'y reste toujours, quoi. Il y a des livres qui vous ont marqué, qui reviennent aujourd'hui? Oui, mais j'ai une espèce de mélange. Beaucoup les auteurs américains. Il y a eu Kerouac, bien sûr, sur la route. C'est un des premiers livres que j'ai lus, qui m'a sorti un peu effectivement du contexte français où il fallait lire ça. C'était imposé à l'école et tout. Et là, ils étaient un peu marginaux, tous ces gens-là. Et puis après, j'ai Paul Auster. Voilà, tous ces auteurs américains, j'ai beaucoup lu. Ginsberg et autres, cette génération aussi. Votre crayon, aujourd'hui, il est ni confiné, ni censuré. En ce moment, il se met en route, tout seul, quand même, par moment. Est-ce qu'il lui arrive de tracer, de dessiner, presque sans que vous ayez besoin de le pousser? Est-ce qu'il a des trucs à dire, des choses à exprimer aujourd'hui? Oui, c'est des choses, effectivement, j'en ai à dire, mais c'est pas tous les jours facile parce que il faut
Il faut avoir le cœur à ça, et il y a des jours où on n'a pas le cœur à ça, et ça vient pas. C'est bloqué, ça vient pas. On cherche, on fait, on gomme, on refait et tout ça. Et en ce moment, ça vient pas tout seul, quoi. C'est difficile. C'est très difficile. Ça, c'est angoissant ou vous vous dites ça viendra quand ça viendra? C'est-à-dire que quand ça vient, d'habitude, quand ça vient pas, je vais me promener, je vais au cinéma, je vais voir une expo, je vais faire tout ça. Et comme on peut pas le faire, je tourne un peu en rond et j'essaye de me dire allez, on y va, on continue, allez, tu vas refaire ton. Et c'est pas facile. Parce que vous vous nourrissez, on imagine aussi de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous ressentez, la part du quotidien aussi, dans vos bandes dessinées, comme source d'inspiration. Je vous propose d'écouter les mots d'une de vos consoeurs, c'est Claire Bretéché, qui avait, elle, pris le parti pris de l'absurde. Plus votre histoire est bête, et meilleure elle est. Plus les détails de la vie sont absurdes, et plus on se rapproche donc de la vie, donc mieux ça vaut. Je fais des pages, par exemple, sur, disons, la vie courante. Ce sont les gens qui la font, et les gens, par exemple, ont chacun une opinion de luxe, c'est-à-dire l'opinion qui leur fait plaisir, disons une opinion politique, mais enfin ça recouvre tout, et ils ont une opinion pratique, c'est-à-dire l'opinion qu'ils sont capables de mettre en action. Et la contradiction entre leur opinion de luxe et leur opinion possible et efficace est très très absurde et très réjouissante par là. C'est profondément réjouissant de voir des gens se contredire sans arrêt avec le plus grand sérieux. Moi, ça m'amuse. C'est pour ça que mes bandes marchent pour le moment. Donc ça doit en amuser d'autres. L'absurdité du monde, la bêtise de certains, est-ce que ça c'est aussi pour vous un gage de création? Mais oui, bien sûr, c'est une source d'inspiration. Et moi, par exemple, tous les matins, je vais au café, lire mon journal et écouter ce qui se passe autour de moi. Et c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, c'est merveilleux. Donc j'enregistre les images, j'enregistre les sons, j'enregistre les dialogues et tout. C'est là que je m'inspire beaucoup, bien évidemment. Oui. De ces contradictions-là aussi. Oui, ouais. Bien sûr, bien sûr. Claire Bretéché, elle est disparue en février dernier. Elle était aussi une des figures, des mamans de la bande dessinée française. Vous êtes de plus en plus de femmes aujourd'hui à dessiner. La féminisation de la bande dessinée tant attendue, qui avait fait d'ailleurs l'objet d'une grande discussion au festival d'Angoulême, lorsque certains de vos confrères, des auteurs, dont Riyad Satouf, avaient décidé de retirer leur nom de la sélection. Là encore, de ce côté-là, les choses, vous avez le sentiment, avancent tout doucement? Oh, ça bouge, parce qu'il y en a de plus en plus des auteurs ou des autrices, je sais pas comment on dit, mais effectivement ça bouge. Mais elles sont venues petit à petit. Moi, quand j'étais jeune, la bande dessinée, c'était réservé aux garçons. Je sais que mon frère, il avait par exemple, on lui offrait des bandes dessinées à Noël. Moi, j'avais toujours une boîte de couture ou je sais pas quoi, ou une poupée pour jouer, quoi. Et donc c'était réservé aux garçons. Donc elles ont, grâce à certains auteurs qui ont fait des bandes dessinées pour les garçons, pour les filles, comme je pense à Franquin, qui pour moi était une révélation. Non seulement c'est un grand dessinateur et tout ça, mais il a fait aussi une œuvre qui concernait autant les garçons que les filles. Et donc c'est par là qu'elles ont lu de plus en plus de bandes dessinées qui se sont mis au mode de la bande dessinée. Parce que je pense que si on n'a pas lu beaucoup étant jeune et tout ça, si on n'a pas la gymnastique de la bande dessinée dans la tête, c'est difficile d'en faire après. Et les femmes n'étaient pas habituées à ce mode d'expression. Donc là, ça y est, c'est passé dans les mœurs et maintenant, il y en a de plus en plus, Dieu merci, quoi. Voilà, les jeunes femmes à l'époque, elles avaient Martine, la série, oui, à lire. C'était pas de la bande dessinée. Aujourd'hui, elles ont Adèle, terrible petite héroïne de bande dessinée pour les jeunes filles, qui leur apprend à être aussi revêche et indisciplinée que vos héroïnes, un peu plus âgées aujourd'hui, Florence Sestac. Hein. Cette indiscipline au monde, ça reste aussi peut-être votre marque de fabrique à vous, cette impertinence nécessaire. Oui, la rébellion toujours un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais vraiment tellement mauvaise. Voilà, et donc je me réfugiais dans le rôle de cancre, avec effectivement le nez rouge de clown pour avancer. Et donc là, on est toujours en rébellion, bien sûr. On vous propose ça, il faut toujours faire le contraire, quoi. Donc moi, j'ai vécu un peu toujours comme ça, quoi. La rébellion, c'est une manière d'être dans l'action ou c'est aussi une façon de dire « regardez-moi » ? Les deux, effectivement, parce qu'il faut se démarquer des autres et tout, et moi c'était plutôt en faisant le clown, quoi. Elle n'est pas clown, mais elle est chanteuse, elle s'appelle Nesrine, et on va écouter un extrait de son premier album solo, c'est une chanteuse kabyle, elle était violoncelliste classique plutôt auparavant, et là elle donne de la voix avec Rissala.
مشينا معا وكبرنا معا في وقت محدد. هذا هو في أي لحظة تمنيات عديمة ومستقبل مفتوح يتبسم يتبسم. كتبت رسالة إلى العالم والدنيا قليل. كيف الإنسان يتجسم، الأطفال قبلا ورشيد بعدا. بشوي شوي بشوي شوي. Oh, I understand. بشوي شوي بشوي شوي. Oh, I understand. بشوي شوي بشوي شوي. Oh, I understand. تسفق نهار ملا قلبي في وقت جميل. هذا هو مجرى التاريخ، نغم وألوان وحقيقة وحقيقة. بشوي شوي بشوي شوي. Oh, I understand. بشوي شوي بشوي شوي. Oh, I understand. هذا هو مجرى التاريخ. Oh, I understand. Avec nous jusqu'à midi et demi, l'auteure et dessinatrice, illustratrice Florence Sestac, dont le nouvel album, le prochain, sortira fin janvier dans les librairies qui auront rouvertes, on l'espère, d'ici là. Un papa, une maman, hein. Un papa, une maman, une famille formidable. La mienne, c'est quoi une famille formidable au second degré ? Une famille formidable au second degré, c'est la famille patriarcale voilà, avec le père qui commande et qui travaille, lui. Ma mère est au foyer. La première case, c'est mon père qui est à table et qui dit aux invités, si je me suis mariée, c'est pour me faire servir. Donc tout est dit là, dans cette phrase et tout. Et donc ma mère a toujours été femme au foyer, s'occuper des enfants et s'occuper de la maison, quoi. Et donc ma voie, c'était ça. Il fallait me trouver un bon mari, apprendre à tenir une maison et surtout rien faire d'autre, quoi. Voilà. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? Ma mère, elle m'a transmis le côté artistique de la chose parce qu'elle faisait toutes ses mains, ma mère. Elle savait tout faire, elle bricolait, elle savait dessiner, elle savait tout faire. Et donc c'est elle qui m'a donné beaucoup du côté artistique de la chose. Elle se réfugiait, elle aussi, dans son monde, dans sa couture, dans ses bricolages et tout. Et elle m'a tout appris de la manière de faire les choses. Et alors mon père, c'était horrible. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi mon père a fait des enfants ? On l'a tellement peu intéressé, parce que j'ai une sœur et un frère, moi je suis la deuxième, et on ne l'intéressait jamais. Il s'est intéressé plus à son chien, parce qu'il était chasseur en plus, à son chien qu'à nous, quoi. Donc dans ces cas-là, vous fuyez cette famille. Moi j'ai fui cette famille en demandant d'aller en pension à l'âge de 12 ans. J'ai dit, je veux aller en pension. Et depuis, j'ai jamais rejoint la famille, quoi. Donc je me suis un peu débrouillée toute seule, quoi. J'ai fait mon chemin toute seule. Et c'est pas, vous ne le voyez pas, cette bande dessinée à venir comme un règlement de compte, mais plutôt la manière de poser les choses, de les dire et de les tenir loin de vous, définitivement. Bien sûr, et puis c'est une histoire parmi tant d'autres, c'est la mienne. Et effectivement, j'explique pourquoi que je suis devenue ce que je suis. C'est peut-être grâce à ça, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Mais les témoignages, je trouve ça toujours intéressant, quoi.
Dans Super Cato, avec Pétillant et dans Fille des oiseaux, vous reveniez sur votre éducation religieuse. Ça a été aussi pendant longtemps pour vous un poids, comment dire, une sorte de chape de plomb. Quand vous parlez aujourd'hui de résilience, c'était aussi contre cette éducation, pour cette libération-là, que vous vouliez agir aujourd'hui. Bien sûr, parce que j'ai quitté le sein familial parce que avec mon père, ça allait pas, on s'entendait pas, on était toujours en désaccord. Et donc je me suis retrouvée dans un pensionnat de bonnes sœurs. Ils m'ont mis chez les sœurs. Et donc là, soit vous en sortez cinglé, c'est-à-dire que vous prenez aussi, vous décidez d'être bonne sœur, ou femme au foyer avec un mari, des enfants, tout ça, le chemin, soit vous êtes complètement rebelle. Et donc moi, j'ai pris le chemin de la rébellion aussi au sein de l'école Cato, quoi. Vous êtes natif de Normandie, comme Camille Laurence, qui raconte aussi Exactement. dans son roman paru à la rentrée Fille, le poids de cette éducation-là, celui aussi du regard du père, et puis les manières de s'en échapper en venant à Paris, à travers aussi la littérature et le cinéma, qui a eu une grande influence pour vous. Ouais. Bien sûr. Et effectivement, comme j'habite dans un quartier où il y a plein de cinémas, à Montparnasse, il y a plein de cinémas, j'ai l'habitude d'aller au cinéma au moins 3-4 fois par semaine, parce que j'y vais à pied, c'est à côté de chez moi. C'est merveilleux, donc j'adore le cinéma, et là je suis un peu privée. Et la télévision, pour moi, c'est un effet soporifique, donc j'ai du mal à regarder un écran de télé sans m'endormir. Donc c'est terrible, j'y arrive pas, quoi. Dans votre nouvel album, est-ce qu'il y aura aussi des gros nez ? Bien sûr, ça c'est ma marque de fabrique. C'est le Florence Estac, c'est les gros nez. Maintenant, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Et donc ça, c'est l'influence de mes lectures de jeunesse, hein. C'est un tic graphique qui indique qu'on va plutôt rire que pleurer, quoi. C'est pratique pour le masque, le gros nez ? Ben non, c'est pas très pratique, justement. Mais bon, il va falloir faire avec. Voilà, on va trouver. Alors le gros nez, c'est aussi quand même l'art de la dérision, c'est le côté clownesque de la chose et des personnages. Le rire peut nous sauver de tout, Florence Estac. Oui, moi je pense. Oui, voilà. J'ai toujours effectivement avancé avec le nez de clown et en faisant le clown, et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et donc j'aime bien dénoncer, parler de choses graves et tout ça, de choses importantes, mais en tournant en dérision. Et je pense que mon dessin, avec ce côté rond, ce gros nez rigolo, tout ça, on peut dire pour beaucoup plus de choses qu'un dessin réaliste. Merci Florence Estac d'être passée autour de cette grande table. Un papa, une maman, une famille formidable. La mienne, ce sera votre prochaine bande dessinée à paraître et à trouver fin janvier, dans les librairies. Mais vous reviendrez probablement nous en parler, on l'espère. Avec plaisir. Prenez bien soin de vous. Merci pour ce dessin spécialement réalisé pour l'émission qui nous montre que peut-être l'inspiration est à trouver en ce moment en soi. Parce qu'à l'extérieur, c'est un peu fermé. Oui, il faut se donner du mal pour trouver une idée, mais ça vient quand même. Merci mille fois à vous. Merci.